Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour, On enchanté. est ravis de vous accueillir sur BAM. Merci d'avoir accepté l'invitation. Se dire que toutes les mesures vont disparaître du jour au lendemain, ce ne serait pas responsable. Maintenant, considérer que tout doit rester en l'état, ce n'est pas non plus quelque chose qui est souhaitable et pas toujours nécessaire. Donc on va devoir analyser mesure par mesure. Je pense que la question, par exemple, de la fermeture des frontières est une question qui va être très rapidement mise sur la table. Et puis, de pouvoir, lors de cette réunion aussi, envisager étape par étape les différents secteurs que l'on va déconfiner. Mais il est évident que lors de la réunion du 26, on doit envisager maintenant toute une stratégie d'assouplissement tout en regardant les chiffres. Ça ne veut pas dire faire des prédictions dans un mar de café, mais ça veut dire se donner une hiérarchie, un petit peu d'éléments qu'on va devoir libérer et essayer de se donner un timing aussi pour ce faire, en analysant aussi les assouplissements que l'on peut faire, que l'on pourrait faire le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a des questions, par exemple, de bulles en extérieur? Est-ce qu'il y aura des questions pour les étudiants? Bien évidemment, je le disais, la question des frontières. Et donc ensuite, établir un calendrier d'approche, en sachant que les métiers de contact réouvrent le 1er mars, hormis les coiffeurs. Il faut toujours compter 15 jours à 3 semaines pour voir l'impact sur l'épidémie. Mais donc, pour le moment, la trajectoire nous permet d'envisager des perspectives plus favorables. Et entre la politique de vaccination et le retour du beau temps, on a quand même beaucoup de paramètres maintenant pour essayer d'avoir un optimisme en la matière, en tous les cas. Justement, cette stratégie, en Belgique, les mesures ont été excessivement sévères, très sévères. Est-ce que cette façon de faire, est-ce que la prolongation de ces mesures ne vont pas à l'encontre de l'idéal du MR et des valeurs du MR? Ah, mais pour un libéral, c'est pour ça que je l'ai dit, on n'acceptera pas qu'il y ait des mesures attentatoires aux libertés qui durent une seconde de plus. Pour un parti comme le mien, c'est clair qu'on est les plus sensibles à la question de liberté, parce que ce qui se cache derrière ça, c'est aussi un grand débat philosophique pour le futur. Et donc, je le redis, ça ne remet pas en cause la stratégie, mais c'est l'idée de dire, quand on entend certains qui nous disent rien avant l'été, et là j'arrive au deuxième point, dire rien avant l'été, de 1, c'est pas raisonnable, et de 2, et ça a été aussi une grande différence, c'est que nous on considère que ça sert à rien d'être sentencieux à l'égard des gens en permanence, tout le temps jouer sur leur peur, tout le temps jouer sur la contrainte. Ça, c'est pas notre façon de voir les choses. Nous on considère que les gens sont assez intelligents pour comprendre le message, il y a un risque réel et manifeste, il faut se responsabiliser, mais à côté, c'est pas parce que de temps en temps on réouvre un peu de fenêtres qu'automatiquement les gens sont idiots et vont faire tout et n'importe quoi. On a parfois eu des débats où c'est un petit peu ce qu'on nous opposait. Je vais être tout à fait clair avec vous, sur l'histoire de Noël, on m'a dit, mais on dit 1 aux gens parce qu'on sait bien qu'ils seront 3. Mais si tu leur dis 2, ils seront 6. Moi, c'est pas ma conception de la politique. Je considère que soit on fait confiance en l'individu, et alors dans ce cas, on peut être libéral, parce que si on dit aux gens, vous devez avoir la liberté, mais on ne vous fait pas confiance, alors vous ne donnez pas la liberté. Et je crois qu'on va être à un moment politique intéressant dans les prochains mois et prochaines années, parce que ces questions-là vont maintenant se reproduire, non pas sur des restrictions de liberté fondamentale, rassurons-nous, il ne faut pas rentrer dans ce genre d'idée, mais parfois sur des sujets. Moi j'ai vu qu'un politique proposait que tout le monde ne pourrait plus être parent, par exemple. Je vois qu'on veut limiter des déplacements au nom de la protection de l'environnement. Je vois qu'on veut limiter des montants de publicité sur les réseaux. Bon, tout ça, moi je veux bien, mais c'est pas ma conception de la société. Je ne crois pas que l'interdiction soit automatiquement la première des choses à faire, et surtout pas quelque chose qui est basé sur la culpabilité, sur la peur ou des éléments Vous n'êtes de pas ceci. pour les mesures coercitives, par exemple, alors les amendes, les contrôles de personnes, En tous les cas, les entrées intempestives des policiers dans les demeures. il faut toujours respecter le cadre juridique. Maintenant, une règle sans sanction n'a pas de sens non plus. Je dis juste, la règle ne doit jamais être excessive, disproportionnée, et les sanctions non plus. C'est pour ça qu'on s'est opposé à la question des drones. Il était question à un moment donné de venir avec des drones pour vérifier à combien on était dans la maison, vérifier les commandes de pizza, des entrées intempestives, effectivement, il n'y a pas de raison. On respecte le cadre légal qui est prévu. Et donc, qu'on soit bien clair par rapport à ça,
il faut malheureusement avoir une règle sans sanction. Souvent, ça ne marche pas super bien. Mais vous estimez que le gouvernement a respecté les règles constitutionnelles et d'état de droit? Oui, parce que... Alors là, je vais être clair avec vous. Oui. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens qui veulent une loi pandémie. Mais moi, la loi pandémie, elle me fait peur sur un point. Ouais, c'est qu'on va intégrer dans l'arsenal juridique des mesures d'exception. Or, ici, on a quand même réussi à atteindre un consensus social qui est plus dur à obtenir un an plus tard, ça je suis d'accord, parce qu'on s'est dit, il y a une situation d'urgence. Alors on nous a dit, mais ça passe pas avec le contrôle du Parlement. Mais c'est totalement faux. Le Parlement interroge le gouvernement tous les jours à la Chambre. Si maintenant le Parlement n'est pas d'accord avec les mesures qui sont prises, vous savez comment on met en échec un arrêté ministériel? On vote une loi. Un parlementaire peut demain déposer un texte pour dire « je ne suis pas d'accord avec l'article 42 de l'arrêté ministériel ». Et via cette loi, je mets l'article 42 en échec. Pourquoi croyez-vous qu'aucun parlementaire ne le fait? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une belle illusion, de temps en temps peut-être une petite escroquerie intellectuelle, de dire « on va aller au Parlement, on va aller au Parlement ». Et on sous-entend aux gens, vous allez voir, moi au Parlement, les choses vont être totalement différentes. Mais ils peuvent le faire aujourd'hui. Ils peuvent déposer un texte qui peut aller jusqu'à annuler les arrêtés ministériels. Je suis juriste, mais ils peuvent le remplacer par autre chose. Il y a des avocats, il y en a des milliers, il y a des magistrats, il y a des juges qui disent bien que ces mesures n'ont aucune base juridique, n'ont aucune base constitutionnelle. Sur la théorie juridique, c'est tout à fait vrai, sur en tout cas le fait que l'arrêté ministériel se base sur... La loi de 2007... Pas aucune base, mais en tout cas une base qui peut apparaître comme bancale sur le plan juridique. Mais dire qu'il n'y a plus de contrôle démocratique sont deux choses différentes. J'ai parlé d'état de droit. Je suis avocat au départ. Techniquement, il y a un problème de base juridique. Mais démocratiquement, il n'y a aucun problème de contrôle. Et c'est ça qui compte. Je parle bien d'état de droit. Pour nos concitoyens... Oui, mais l'état de droit, c'est le contrôle démocratique avant tout. Et pour nos concitoyens... Ça veut plutôt dire que la loi est supérieure à tous les pouvoirs. Mais ça, c'est l'état de droit. Oui, eh bien la loi qui pourrait intervenir sur ces arrêtés, elle peut être prise demain à la Chambre. Et donc, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'au nom d'arguments techniques qui sont justes, on essaye de nous dire il y a un problème démocratique. Le problème technique, je le vois et je le comprends. Le problème démocratique, ça, je trouve qu'il y a quand même quelques parlementaires qui feraient bien de réfléchir à ce qu'ils disent. Parce qu'en plus, le débat sur le Covid, mais tous les jours, il a lieu. Ça fait quand même un an que les partis on ne les a pas entendus sur les mesures sanitaires, sur les mesures liberticides. Et donc, on peut s'étonner de ça et se dire, mais qu'est-ce qui se passe au Parlement? Pourquoi on ne débat pas de certaines mesures qui sont prises? Est-ce qu'aujourd'hui, et depuis quelques mois, ces mesures sont-elles vraiment débattues? Ça, je peux vous dire qu'elles sont débattues chaque jour. Donc ça veut dire que tous ces politiques qui font partie du Parlement sont pour. Mais en tous les cas, il n'y a personne qui est venu avec une alternative. Est-ce que l'été sera un été où on va retrouver de la liberté? C'est assez évident, à la fois pour les questions saisonnières et pour le vrai sujet politique aujourd'hui. Je sais que tout le monde n'a pas nécessairement cet avis, mais la seule solution, c'est la vaccination. Et il faut avoir la politique de vaccination la plus rapide possible, particulièrement à l'égard du public le plus fragile, mais pas uniquement, parce que si le virus continue à circuler, le vaccin le plus efficace du monde n'est efficace qu'à 80-90%, d'après ce qu'on nous dit. Donc ça veut dire que vous gardez toujours une chance, même vacciné, au cas où. Donc plus il y a des gens contaminés, plus votre risque augmente fatalement. Donc il faut vraiment aller sur une politique de vaccination large. N'empêche pas la transmission du virus. Il y a encore beaucoup d'études selon le type de vaccin pour voir si, alors que ça n'empêche pas, ça prouve une chose, c'est qu'on doit avoir beaucoup de gens vaccinés pour faire en sorte que ces gens qui, même contaminés, n'iraient pas à l'hôpital. C'est ça l'enjeu. Et donc, quand vous faites un lien entre les deux, en considérant que ce virus continue à circuler, d'autant plus qu'il faut que beaucoup de gens soient vaccinés pour réduire la probabilité de gens qui iront à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des gens qui iront malgré tout à l'hôpital? Il y a des gens qui vont à l'hôpital aussi pour une grippe. Donc ça, c'est quand on normalise la gestion d'un virus. Mais
pour ça, il faut une part de la population extrêmement importante en matière Donc le vaccin, vaccination. c'est la seule porte de sortie. Mais moi, j'ai souvent eu ce débat avec des gens, enfin ces dernières semaines. Il n'y a personne qui m'a expliqué qu'il y en avait une autre. Parce que Les vivre... traitements, non? Il y a eu de la recherche, il y a aussi de la recherche en matière de traitement, mais je veux dire, vous ne pouvez pas avoir des hôpitaux qui font que du traitement Covid. Non, Il y a aussi les en médecins ambulatoire, généralistes ont quand même été fort oubliés dans l'histoire, eux qui sont en contact avec les citoyens et qui ont pu tester, expérimenter des traitements thérapeutiques sur leurs patients qui ont fonctionné. Et on a l'impression que le gouvernement est sourd à ça, ou qui nie l'existence de ces traitements et qui ne voit que le vaccin comme porte de sortie, alors qu'on pourrait en avoir plusieurs. Je crois qu'on mélange deux choses. Le vaccin est la seule réponse structurelle. Est-ce que ça empêche d'autres réponses qui viendraient s'additionner et améliorer les choses? Je pense pas, non. Et on doit rester ouvert à tout ça. Mais structurellement, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez traiter 3000 patients régulièrement, parce que les chiffres que j'évoque, c'était des chiffres, bon, on a passé le cap des 2000 à plusieurs reprises dans cette crise à l'hôpital. On ne peut pas en permanence avoir un volume aussi important de personnes malades et espérer que sur le thérapeutique, ça va fonctionner. Maintenant, ça ne doit pas fermer la porte à autre chose. Est-ce qu'on connaît les risques à moyen et long terme de ce vaccin? Oui, on connaît les risques mais pour une raison très simple, c'est qu'à chaque fois que vous lancez un nouveau produit pharmaceutique ou un nouveau vaccin, est-ce que vous pensez qu'on attend le délai d'une vie pour savoir s'il est efficace ou pas? Non, mais on n'attend pas 2 ou 3 mois de tests Mais donc ici, on est pour savoir quels sont les effets sur les 2 à 3 ans. Ça, c'est pas possible. Ici, on est en train de se plaindre d'un truc, c'est de la force de l'intelligence humaine et du savoir qu'on a aujourd'hui. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu des centaines de milliers de scientifiques avec des centaines de milliards de dollars d'investissement qui travaillent à la même chose. Pour faire un vaccin. Parce qu'on a des périodes de tests qui durent plusieurs années. C'est aussi simple que ça. On peut être aussi performant qu'on veut. Il y a des périodes qu'on doit respecter pour pouvoir savoir quels sont les effets sur le moyen et le long terme. Vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas remonter dans le temps. Donc, vous estimez on n'est pas dans le bac de futur, quoi. On ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Déjà, c'est pas tout à fait exact. Mais c'est des paramètres d'échantillonnage qui permettent d'avoir des résultats. Non, il faut plusieurs années de tests pour savoir quel est l'effet sur le long terme. Quels sont les effets secondaires sur le long terme. Il y a quand même eu en Suède, ils se sont fait vacciner pour la H1N1. Okay. On a remarqué quelques temps après, plusieurs années après, qu'il y avait des problèmes de narcolepsie. On ne le savait pas au moment même, mais on l'a fait dans l'urgence. Le raisonnement est donc intéressant. Mais je vais y venir après. Mais c'est un raisonnement qui est un peu bizarre, qui est de dire évitons quelque chose qui pourrait nous faire mourir tout de suite, le Covid, parce que peut-être qu'on aurait un effet secondaire qui n'est pas du tout établi, pas plus que parce que Sheda, à un moment donné, on a ici des boîtes pharmaceutiques qui engagent leur image, leur argent, leur survie, leur responsabilité. Non. Des agences, parce que contrairement à ce qu'on a dit... Il y a quand même eu des contrats qui ont été signés pour les dégager des responsabilités. C'est faux, uniquement avec 2 pays, l'Angleterre et Israël. Nos pays, l'Union européenne, est peut-être en retard en matière de vaccination parce que nous avons refusé les clauses des entreprises pharmaceutiques qui indiquent que le transfert de responsabilité de Michel Rivasi qui nous disait le contraire. Elle est chargée d'examiner les contrats au niveau européen. Elle nous a elle-même dit non, il y a des clauses clairement qui disent que nous ne sommes que les firmes pharmaceutiques sont protégées. Et que ce sont pas les surtout, pays qui sont responsables. Et ce sont bien effectivement les pays, et donc l'État qui est responsable des effets secondaires éventuels. Sur les effets secondaires, je peux vous garantir l'inverse, et les parlementaires européens ont eu accès à différentes informations, dont celle-là. Donc vous pouvez le vérifier assez aisément, je vous invite à le faire. Mais donc les entreprises pharmaceutiques prennent le risque, il n'y a qu'en Israël et en Angleterre où il y a eu 2 clauses particulières. La première, c'est effectivement un transfert de risque. Et la deuxième, c'est que ces 2 États ont accepté qu'il y ait plus de 3 semaines entre 2 doses de vaccin, donc potentiellement prendre un risque sur l'efficacité du vaccin. C'est à ces 2 conditions-là qu'ils ont pu être aussi en avance par rapport à nous. Ça serait bien d'ailleurs que les médias l'expliquent un petit peu. Pour être tout à fait clair et très politique, pour moi, ce vaccin, c'est la victoire du libéralisme de l'intelligence. C'est qu'on a plein de pays, plein de chercheurs qui ont travaillé ensemble.
c'est la victoire du capitalisme, parce qu'il y a eu quelques fonds publics, mais il y a eu énormément de fonds privés également qui ont été investis. Et donc, c'est quand même la victoire de l'intelligence humaine. Parce que c'est quoi l'alternative? Parce que c'est aussi ça qu'il faut se poser. Hein. Je veux dire, quand on est décideur politique, moi je veux bien des gens qui passent leur journée à nous dire « ouais, le vaccin, ça va pas, machin ». Ok, super, ben alors on peut vivre comme ça. On peut vivre comme on vit actuellement avec des restrictions de liberté. On peut très bien cibler des mesures, ou en tout cas s'occuper des gens qui sont à risque, effectivement, qui représentent en fait une toute petite partie de la population. Est-ce que tout simplement on ne peut pas laisser protéger les gens, comme on a toujours fait, s'occuper des gens qui sont réellement malades, qui sont à risque? Mais on n'a pas toujours fait ça. Ce que vous dites est faux. Ce qui nous a permis de vivre comme nous vivons aujourd'hui, c'est le vaccin. Non. Bien sûr, les vaccins nous permettent de vivre comme on vit aujourd'hui. Enfin, il y a des exemples à l'infini qui montrent que... Donnez-moi un vaccin qui nous a permis de vivre jusqu'aujourd'hui. Parce que moi, mais écoutez, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le vaccin de la grippe, on peut en dire tout ce qu'on veut. Oui. Il n'a une efficacité que de 50%, qui est beaucoup plus faible que les vaccins anti-Covid. Eh bien, on voit le résultat. La polio, qui est le seul vaccin obligatoire aujourd'hui, je suis désolé, on a diminué la mortalité infantile comme ça n'est jamais arrivé. On a réussi à éradiquer de nos régions une série de maladies. Non, mais je trouve qu'on touche un point qui est fondamental. Qui est fondamental. Les vaccins, c'est ce qui nous permet de vivre comme on vit aujourd'hui. Mais chez BAM, on n'est pas anti-vax. Non, moi je suis pour... Qu'on soit clair, parce que bon, il faut quand même le préciser. Pour moi, c'est quand même deux choses différentes. Ces vaccins qu'on a eu tous enfants, qu'on connaît, que nos enfants ont été vaccinés aussi, et ce vaccin qui arrive, qui n'est pas, je pense, de la part de la population, une peur du progrès ou de la nouveauté, qui est une méfiance. Une méfiance, pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société capitaliste où l'intérêt prime parfois sur le bien-être, et que des scandales comme le Mediator ou d'autres choses qui sont arrivées dans le passé par rapport à ces labos pharmaceutiques existent. Donc il y a, oui, une méfiance parce qu'effectivement, comme dit Marc-Henri, le temps de test a été très très court et que nous sommes en train d'être testés en phase 4, nous sommes des Kobe là maintenant. Et donc voilà pourquoi la peur ou la méfiance, c'est pas la peur de la science, je pense. Je crois malgré tout que ça s'inscrit dans un phénomène qui est beaucoup plus large, où à chaque innovation technologique, maintenant on a une levée de bouclier. La 5G, je ne vais pas faire le débat là-dessus, mais la 5G c'est le cas. À chaque fois que vous essayez d'implanter un nouveau complexe industriel ou autre, c'est le cas. Ici, sur le vaccin, c'est le cas. Mais il y a des fois où c'était nécessaire. On prend l'amiante, par exemple, ça a été une découverte formidable, mais on a quand même mis 70 ans pour se rendre compte que c'était une erreur fondamentale. Mais on revient... Oui, mais... Alors, quelquefois, il faut se poser des questions. On revient à ce que je dis. Avant que ce soit trop tard. Tout est question d'équilibre. Oui. Donc, est-ce que on est certain que la science, à 1000%, ne se trompe jamais, que tout est parfait, qu'il n'y a pas de contre-indication à l'un ou l'autre moment? Mais il n'y a aucune discipline humaine qui est parfaite à 100%. Est-ce que vous pensez que s'il y avait un doute raisonnable, il y aurait quelqu'un qui aurait pris le risque d'engager sa personne, sa boîte, etc. Surtout que je vais vous le dire mieux que ça, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre raisonnement. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un vaccin. Aujourd'hui, il y en a au moins 3 au niveau européen, il y en a en Russie, il y en a en Chine. Donc potentiellement dans le monde, il y aura entre 5 et 10 vaccins. Qu'à la rigueur, il y en ait un, il y a un problème. Bon, franchement, moi, je fais confiance aux autorités de contrôle. Pardon ? Vous parlez de jouer au loto alors ? Non, je ne parle pas de jouer au loto. Je dis, la réponse était, moi je fais confiance aux autorités de contrôle. Mais le raisonnement qui consisterait à remettre en cause toute la vaccination consisterait à dire qu'alors sur les 10, on est sûr qu'il y a un problème. Ça n'a pas de sens. Non. Ça n'a aucun sens. Comme on disait, donc vous avez des labos différents. Juste qu'il faut faire attention de ne pas, parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses avec la peur, que maintenant on fasse des erreurs par précipitation, parce qu'on veut absolument vacciner tout le monde, parce qu'on croit que c'est l'unique porte de sortie. Et c'est là où il y a des gens qui se posent des questions, y compris des scientifiques qui sont pour le vaccin en général, mais qui disent attention, ici, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et il y a des médecins tout à fait, ou des scientifiques tout à fait valables qui disent exactement la même chose. Hein. Mais ça, vous en trouveez toujours. Voilà, mais ça fait partie des débats scientifiques. Ils sont beaucoup quand même. Oui, je suis d'accord, mais il y a une différence entre... Ouais, mais moi aussi, j'ai lu des médecins qui disent « Ouais, attention, je ne suis pas sûr, machin. » Ok.
est-ce qu'ils ont eu les résultats cliniques du vaccin? Est-ce qu'ils ont lu les En rapports général, des ils autorités lisent de la contrôle, littérature etc. scientifique, je Oui, pense. ils ont lu évidemment. Moi, en tout cas, j'en ai pas eu un jusqu'à présent. Admettons qu'on n'atteigne pas les 70%, qu'est-ce que vous allez faire? Plus ça prendra du temps, donc je pense que dès que le public à risque sera vacciné, on pourra déjà aller un peu plus loin, mais par exemple pour les rassemblements de masse, ça n'est pas envisageable tant qu'on n'a pas un taux suffisant de gens qui sont vaccinés. Donc en tant que libéral, moi je ne prônerai jamais l'obligation, qu'on soit bien clair, parce que je pense que c'est la meilleure manière de casser la confiance avec les gens. Et donc je le disais tout à l'heure que je fais confiance à la responsabilité. Je crois que tout le monde maintenant doit réfléchir en âme et conscience et de se dire ok, si on n'atteint pas le chiffre, ou que j'espère que le chiffre soit atteint avec les autres, ben c'est prendre le risque qu'on puisse reprendre une vie qui ne sera pas celle d'avant, Donc, ce que vous dites, et c'est où qu'on il n'y aura va plus devoir peut-être de être, rassemblement de masse, par exemple. Pardon. Non, Donc, je ce que vous en vous prie. dites, c'est qu'on va devoir être vacciné pour aller au concert, pour aller dans les salles de J'ai spectacle. pas dit... Non, On a c'est parlé pire que du ça. pourcentage de la Il y a population. beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'il faut l'obliger ou non? Moi, je ne crois pas qu'il faille l'obliger. Et on a défendu le fait de ne pas le rendre obligatoire. Est-ce qu'il faut conditionner l'accès à des événements au fait d'être vacciné? Je crois que c'est une politique qui n'est pas tenable sur la durée. Parce que c'est compliqué à vérifier, il y aura des faux passeports de vaccination. Moi, je trouve que ça, c'est un truc qui ne va pas. Non, je pense que à partir du moment où on vit en société, il faut accepter l'idée que si on n'atteint pas des chiffres de vaccination suffisamment élevés, on ne réorganisera pas de concert avant le jour où on pourra se dire ok, on est suffisamment protégé. Peut-être qu'il y en a qui peuvent faire le pari, qu'à force de muter, le virus va devenir tellement faible que ce ne sera plus un problème. Je dis juste que je ne crois pas que c'est très raisonnable de dire si vous n'avez pas de votre passeport vaccinal, vous ne pourrez pas rentrer au concert. Je pense que le problème sera autre. C'est qu'on organisera la société différemment. On va garder les masques très longtemps et on ne fera pas de rassemblement de masse, par exemple. Et on aura des compétitions sportives avec 50 types d'un côté, 50 de l'autre et des espaces, etc. Mais il n'y a pas de 10 000 alternatives. Moi, je ne le dis pas comme menace. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on oblige et que je ne veux pas lier la participation de certaines personnes. Parce que créer des citoyens de deux catégories, ça, moi, je ne l'accepte pas. Et donc, si on n'atteint pas le chiffre, c'est la responsabilité individuelle qui a un impact sur le collectif. Si on n'atteint pas le chiffre, l'organisation de la société sera différente. Je pense que les gens ont envie de vivre maintenant. Oui. Et donc, on doit apporter des réponses Pour la rationnelles, plupart des gens, cartésiennes. Pour la plupart des gens, ils ne courent aucun risque. Et ces gens-là sont, je dirais plutôt les personnes à risque sont facilement identifiables. Je vais vous dire une chose, ils courent un risque majeur. C'est un jour d'avoir sur la conscience, je suis désolé de le dire comme ça, mais moi en tout cas je raisonne comme ça, je dis de mes parents. C'est un jour d'avoir sur la conscience le fait d'avoir entraîné la mort d'un de ses proches. Allez, il faut qu'on trouve une solution structurelle. On ne peut pas jouer avec la vie des autres à la roulette russe. Je sais pas, à un moment, c'est quand même être très drôle. malade dans la vie, ça arrive à plein de gens, d'être très 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 malade. Moi, je suis à risque, j'ai une maladie auto-immune, mais j'ai décidé de plutôt vivre et de tenir dans mes bras ma grand-mère qui a 95 ans, qui elle ne veut que ça. C'est-à-dire elle ne veut pas terminer sa vie isolée toute seule. Donc effectivement, ce sont des choix. C'est des choix personnels, des choix subjectifs. Et je trouve qu'il faut vraiment laisser la population choisir. Et vous parlez de responsabilité. Pour moi, c'est une responsabilité envers ma grand-mère de lui donner de l'affection et de la prendre dans mes bras. Je vais vous dire, je pourrais même vous suivre sur le principe de la responsabilité individuelle et de vous laisser le choix. Il y a juste un problème, c'est que le jour où, et je ne vous le souhaite surtout pas, vous et toute une série d'autres gens, vous allez vous tourner vers l'hôpital public et que ce jour-là, on vous dira, il n'y a pas assez de lits, je peux vous dire que votre raisonnement ne sera plus sur la responsabilité individuelle. Si il n'y avait pas la question, je vais être tout à fait cash avec vous, et je sais qu'on ne parle pas comme ça en politique, mais si la question était simplement, vous mourrez pas, moi, je suis même prêt à laisser le choix aux gens. Parce que c'est vrai qu'on est maître de sa vie. Mais la question, c'est que nous, on doit préserver un système qui est un système global, qui est un système de solidarité par rapport au réseau hospitalier. Okay. Autant je peux vous répondre, prenez votre liberté pour vos choix personnels, autant je ne peux pas tenir ce raisonnement si jamais vous vous retrouvez à l'hôpital. Et ça, je crois qu'on doit être capable de le comprendre. C'est qu'à un moment donné... alors on peut interdire les gens de fumer, de boire, de tout, parce que non. Je suis désolé, mais tous les risques qui sont liés au tabac font depuis très longtemps beaucoup plus de morts que ce qu'on a fait avec Oui, Covid. mais ne soyez pas... Alors, Oui, mais d'un autre côté, on mène des politiques contre ça. Mais ne soyez pas binaires en la matière. On a aujourd'hui
pas un autre mal qui amène autant de gens en même temps en hôpital avec un besoin de respirateurs et de lits en soins intensifs. C'est tout. Vous avez gardé les bonnes questions pour la fin. Oui. Sur la question des experts, moi je ne vais pas commencer à personnaliser. Tout le monde connaît mon différend assez significatif avec Mark Van Ranst. Et ce que je lui reproche surtout, c'est d'aller dans les médias pour distiller justement la peur. Je crois que, quelle que soit l'opinion des uns et des autres sur les mesures, la peur ne peut pas être un vecteur de politique publique. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est pas correct comme façon d'avancer. Pour le reste, j'aurais beaucoup de remarques à faire, parce que bon, vous avez repris 2009 H1N1, mais même durant cette crise, bon, si vous faites la liste de toutes les déclarations qu'il a faites, à un moment donné, vous avez tout son contraire et l'inverse. Et sur la question de Frank Vandenbroek, je pense que vous devez la poser à son président de parti, puisqu'on le sait, ce sont les présidents de parti qui désignent les ministres. À partir du moment où le SPA considère qu'il doit l'être, nous, on est partenaires de gouvernement, on est solidaires des décisions qui sont prises. Donc, est-ce que moi, j'aurais fait ce choix-là? Je ne suis pas président du SPA. Merci, je vais le toucher. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est bien, c'est dynamique en tout cas chez Ah vous. bah oui, hein, on n'est pas là non plus pour dormir. Hein. Ça vit, hein? Disons qu'on essaie de toucher les sujets les plus cruciaux. Bah oui. Sans langue de bois en Pas fait. payé. Oui, on n'est pas payé pour ça. Alors on est super Non, on motivés. risque pas notre boulot. Je vais vous dire on pourquoi commence à c'était être- bien. Parce que, bon, on sent que vous avez dans le rythme. Mais les questions que vous posez sont des questions que énormément de gens Mais se oui, posent. c'est ça qui est important. Et donc, il ne faut pas commencer à dire ouais, moi je réponds pas ou quoi, parce que alors tu fais Non. pas ton boulot de politique. Bah non. Parce que, et je suis, voilà, je sais pas si vous êtes convaincu, pas convaincu, ça chacun. Mais au moins, parce que faire comme si ça n'existait pas, et quasi avoir l'interdiction que ces questions soient posées dans les médias, je pense coupe toute une partie des gens qui disent mais attends, moi j'ai cette question-là, et on la pose jamais à la Mais- télé. Et je Mais suppose on a que c'est l'impression comme qu'on l'a ça pas Oui, posé c'est pendant pour que ça. vous longtemps. allez hein, c'est créer ça. votre... Oui. Exactement.